Hello, dear students. We're back again, still preparing for this evaluation of the fifth semester. Ou, si on devait utiliser la langue de Molière, l'évaluation du semestre 5. Certes, elle vous fait peur, peut-être, pour certains d'entre vous, pour d'autres, c'est juste une balade de santé, mais toujours est-il que dans cette série de vidéos pour préparer cette évaluation, aujourd'hui, on va s'intéresser au vocabulaire, à la sémantique, en fait, à ce qu'on appelle le champ lexical du domaine de la santé. C'est des mots qui ont l'air peut-être complexes, en réalité c'est beaucoup plus simple. On va s'intéresser surtout à voir quels sont les termes qu'on peut utiliser et aussi quels sont les synonymes utilisables. On y va ? Allez, c'est parti. Dans les descriptions de maladies, il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas qu'un seul mot pour parler de maladie. To be ill, être malade, c'est une chose, mais vous avez la possibilité aussi pour illnesses de parler de cold, par exemple, quand il s'agit d'un rhume. People get sometimes colds. People sometimes work if they only got cold. A cold va être un équivalent pour un rhume. Par contre, une chose un peu plus coriace, ça va être la grippe. Pour ça, en anglais, on va utiliser le terme flu. It's common to feel aches and pains as well as have a slight fever when you've got the flu. Si on continue de monter un petit peu, on se retrouve par exemple avec le terme de disease. Disease donne le sentiment que l'on est face à quelque chose qui peut se répandre, qui peut être épidémique, quelque chose qui se transmet. An infectious disease. A disease we have at the moment, the COVID-19, it's a disease and it's based on a virus. There is a virus going around at work, take lots of vitamins. Well, I don't know if vitamins can help, je ne sais pas si les vitamines dans ce cas-là peuvent aider. Revenons un instant sur aches. Aches, earache, headache, stomachache, toothache. On est sur la désignation d'une petite maladie. On va dire que c'est une petite douleur, c'est quelque chose de passager. Headache, le mot de crâne. Earache, mal à l'oreille. Ache, c'est une douleur. A toothache, bien sûr, c'est le mal de dents. Donc, aches vont désigner des petites douleurs, des petites maladies. Cold, c'est le rhume. Coughs, c'est ce qui accompagne ces maladies. To have a cough, to have a strong cough, c'est avoir une toux forte. Et puis, nous avons aussi des choses un petit peu plus costauds toujours, telles que heart attack, l'infarctus, heart disease, la maladie du cœur. Donc, tous ces termes sont utilisables pour désigner des maladies suivant leur degré. Tout ça, ça en fait des termes pour décrire tout ce qui est maladie, virus, épidémie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est des humains. We are humans and we feel pain. We can suffer from illnesses. To suffer, c'est ce qu'on va voir juste après avec les mots qui concerne la douleur. En tant qu'humain, c'est clair qu'on a un vocabulaire pour décrire la douleur qui est extrêmement varié. Suffering, agony, affliction, torture, torment, discomfort, soreness, ache. Puis après, on a des termes un peu plus spécifiques. Throb, throbbing, ça c'est ce que vous pouvez nommer comme étant une douleur pulsative. Prick, pricking, to prick, piquer. Piquer légèrement, comme piquer le bout du doigt avec une épingle, par exemple. To sting, c'est quelque chose qui pique beaucoup plus fortement. La douleur, par exemple, quand vous tombez dans les orties. A twinge, a shooting pain, a stab, a pang. A stab, c'est comme si vous vous sentiez transpercé. A spasm, un spasme. Et a cramp, ces deux-là, on les a aussi en français. Juste pensez à rajouter un E à la fin. Donc là, on fait le tour un petit peu des maladies physiques, mais il ne faut pas oublier aussi tous ces mots de description pour la douleur mentale. The sorrow, the grief,
a heartache, a heartbreak, a sadness. Donc les termes, vous le voyez ici, sont multiples pour décrire les douleurs. Comme vous venez de l'entendre, pour la douleur, on en a des termes. Tellement d'ailleurs que, hop, il a été nécessaire de bien séparer la douleur physique, physical pain, de la douleur mentale, mental pain. Ces termes, ils sont importants parce que, en fait, ils représentent des nuances, nuances. Et donc, quand vous rédigez, quand vous parlez de ces choses-là, il est très important d'arriver à choisir la bonne nuance. Et souvenez-vous qu'un des premiers outils qu'on a pu voir ensemble, ou en tout cas que vous avez vu en anglais de IFSI, c'est l'échelle de la douleur, la graduation aussi de la douleur. Donc non seulement on a le vocabulaire, mais en plus on a des échelles de valeur. Ça nous donne un certain nombre d'outils pour pouvoir comprendre avec finesse à quel niveau on se trouve et quel est le type de la douleur. Quels sont les mots qu'on utilise pour décrire des traitements? Alors, j'en ai pas mis des tonnes, vous pouvez en trouver d'autres évidemment, je vous encourage à chercher par vous-même. Mais pour traiter les douleurs, pour traiter les maladies, on va utiliser des termes, soit pour désigner des actions, soit pour désigner, par exemple, des types de médicaments ou le type même de mode d'administration. Donc tout ça, ce sont des choses aussi que vous pouvez retrouver. Et clairement, comme à chaque fois, on voit qu'il y a différents degrés. Ça va du bandage, vous avez une plaie, you've got a cut, and you use a bandage to stop the bleeding. Mais ça peut être aussi to take or to prescribe drugs if necessary. Et ici, on entend bien drugs comme étant le terme générique pour désigner les médicaments. An injection, c'est ce que vous injectez, c'est une piqûre, c'est une injection. Et puis, si on monte un petit peu en grade, on voit qu'il y a operation. Ron has a serious operation on Friday, so it's not going to be the same. C'est pas la même chose entre a bandage, an operation. Vous avez ces termes-là qui doivent toujours être compris avec la nuance. Pour ce qui concerne les types d'administration, eh bien, vous pouvez utiliser par exemple des pilules, pills, ou alors des tablettes, tablets. Vous pouvez utiliser aussi, vous ne l'avez pas ici dans la liste, des syrups. You can use also different liquids and you can use IV drops. Vous pouvez utiliser donc des intraveineuses, IV, et différentes sortes de traitements. Regardez ce qu'il en est et surtout cherchez par vous-même. You are future professionals, healthcare professionals. What are we going to call you? Well, I'd say we'll call you nurses. That's good. But what are other functions in the medical field? In hospital, in healthcare facilities, in retirement homes, even at the patient's house or home. Okay, let's have a look. Donc les mots pour désigner les différents métiers, les différents corps de métier qu'on va trouver. Pour vous, c'est relativement simple. Le terme, c'est nurse. Alors attention, ne vous fiez pas à la simplicité parce qu'on va regarder un petit peu ce qu'il en est des noms des différentes fonctions. Mais après, on va s'intéresser aussi à la fonction d'infirmière. Est-ce qu'il y a un seul mot ou est-ce qu'au contraire on en trouve plein? Et dans les textes que vous avez trouvés pour préparer votre article, peut-être que vous avez vu des termes que vous ne connaissez pas encore. Je vous ai fait deux listes. Une liste des noms pour désigner les différents types d'infirmières en Grande-Bretagne d'une part et aux États-Unis d'autre part. Et une deuxième liste qui, elle, détaille les 16 différents types d'infirmières que l'on trouve aux États-Unis. Celle-là, je ne vous la dirai pas à voix haute, en tout cas je ne vous donnerai pas les détails à voix haute. Par contre, dans le document PDF qui accompagne cette vidéo, en dessous, vous trouverez à la fois les noms, les fonctions, mais aussi les salaires. Ça vous donnera une idée un petit peu de la manière dont sont rémunérées ces différentes fonctions. Vous verrez que d'une fonction à l'autre, il peut y avoir des disparités très importantes.
c'est carrément du simple au double sur certains types de postes. Il est clair ici que ce n'est pas une liste exhaustive de tous les métiers de la santé, bien sûr, mais on retrouve les principaux comme GP, General Practitioner. GP, c'est le médecin généraliste en langue anglaise. Most families have a general practitioner to help them with most needs. On retrouve aussi midwife, et midwife, en anglais comme en français, est un terme non genré pour désigner sage-femme, que ce soit un homme ou une femme, ce sera midwife. Nurse, bien sûr, votre futur métier de nurse, et comme je vous l'ai dit précédemment, vous retrouverez toute une liste qui vous parle des différents postes de nurse. A specialist, c'est comme en français, un spécialiste. Et puis vous retrouvez surgeon, surgeon construit sur surgery, le chirurgien, la chirurgienne, la surgeon. Et après, vous pouvez affixer à ce nom de surgeon une spécialité. A brain surgeon, an orthopedic surgeon. Vous voyez, donc ce sont des mots qui se construisent exactement comme en français et quand vous lisez les textes, vous n'aurez pas de souci particulier à définir les fonctions. Et n'oublions pas, une personne qui a sa fonction dans la santé, c'est the patient. Oui, parce que sans patient, ce serait plus dur d'être un professionnel de la santé. Ces deux listes font apparaître déjà une différence entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, et ces différences existent aussi avec les autres pays anglophones. Donc on a des termes qui sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis et qui recouvrent des spécialisations. Commençons donc par les Britanniques. Certified Midwife Nurse. Donc là, on est face à une nurse qui fait aussi fonction de sage-femme. A neonatal nurse, néonat, comme en France. Pediatric nurse. Critical care nurse. Donc là, on est sur des soins intensifs ou des nurses qui sont spécialisées dans les soins intensifs. Psychiatric nurse, orthopedic nurse, theater nurse. Alors, c'est pas une nurse qui est au théâtre, c'est le terme que l'on va donner à l'infirmière de bloc Libaude en France, theater nurse en Grande-Bretagne. Geriatric nurse, là on va sur le troisième âge. Respiratory nurse, cardiology nurse, ces termes-là sont complètement transparents. Aux États-Unis, par contre, les choses sont assez différentes. A certified nursing assistant, donc là on a des postes d'aide-soignants. On a licensed practical nurse et licensed vocational nurse. On est sur des DE, des diplômes d'État. Registered nurse, même chose. Donc entre les deux, quelle est la différence? Les différences, elles sont liées aux responsabilités. LPN nurse et RN nurse vont nécessiter un nombre d'années différent. On pourrait dire que le RN nurse, donc RN nurse, c'est vraiment l'équivalent de l'infirmière diplômée d'État en France avec 3 ans d'études. Alors que la LPN aura essentiellement 1 an d'études après son stade d'aide-soignante. Donc on a un niveau qui est différent, un niveau de prise de décision aussi. Alors est-ce qu'on pourrait comparer le RN nurse aux infirmières en pratique avancée? Ça c'est encore une autre question. Il est très difficile de mettre en parallèle des fonctions d'un pays à l'autre. Ça ne va pas recouvrer les mêmes choses, mais en tout cas aux États-Unis, LPNs et RNs, c'est essentiellement lié au nombre d'années d'études et au niveau d'autonomie dans les décisions. Et quand on regarde juste en dessous, Advanced Practice Registered Nurse, là on a le RN, c'est-à-dire Registered, et on a bien la spécification dans le titre, Advanced Practice Registered Nurse. Donc il est très difficile de comparer des postes en France avec des postes aux États-Unis. Et tous les autres sont différentes spécialisations. Vous allez avoir des nurses qui ne sont même pas directement en contact avec les patients. Vous avez des nurse educators qui sont là pour faire l'enseignement. Et vous avez aussi des nurses avec des spécialités pointues en informatique. Health Informatic Nurse Specialist.
Puis vous trouvez aussi les infirmières libérales, Home Care Registered Nurses. Vous avez des infirmières aux urgences, ER Room, donc Emergency Room Registered Nurses, etc., etc. Je vous encourage à regarder la liste complémentaire qui reprend dans le détail les différentes fonctions de ces différentes nurses, car c'est un sujet à part entière. Et quels sont les lieux où s'exerce la médecine? Quels sont les lieux où exercent les professionnels de santé? Where do you work? Where can you be working? Let's have a look. Alors cette liste est loin d'être exhaustive, bien sûr. Je vous ai mis seulement 4 principaux lieux. L'hôpital, the hospital. I'll meet you at the hospital and we can stop in to see Peter, who's recovering from surgery. Alors surgery, la chirurgie. He's recovering. Il récupère de son opération. Et l'opération, eh ben, c'était dans the operating room. The surgeon entered the operating room and began the operation. Donc, operating room for surgeries. Et la salle d'attente, c'est tout simplement, comme en français, waiting room. You can sit in the waiting room until he's finished. Hospital, operating room, waiting room. Et le dernier endroit que je vous ai mis, c'est un terme qui est important. Il s'agit du terme ward. Et ward, on va l'utiliser à la fois pour désigner des chambres avec de multiples lits ou des très grandes salles avec des lits multiples, mais on utilise aussi ce terme pour désigner la partie d'un étage qui est attribuée à un service. Donc ward, ça peut être utilisé suivant le contexte avec un sens ou un autre. Vous trouverez aussi dans le fichier PDF 215 synonymes supplémentaires. Il suffira de cliquer sur 215 more synonyms for hospital et vous accéderez à des listes de terminologie beaucoup plus vastes. Pour compléter ces différents termes, ces vocabulaires liés au domaine de la santé, on va se faire une petite série de verbes tranquilles et une petite série d'adjectifs tout aussi tranquilles. Alors, accrochez-vous, on y va. Catch. Most people catch a cold from time to time. Attraper, to catch something. Cure. It took the doctor 6 months to cure the illness. To heal. A wound can take a long time to heal. A wound, une blessure, can take a long time to heal, peut prendre longtemps pour cicatriser. To hurt, la douleur. The boy hurt his ankle playing basketball. Le pauvre garçon s'est fait mal à la cheville en jouant au basket. To injure. Ah, là, on est sur la blessure. I injured myself climbing a tree. Vous noterez aussi que quand on prononce climbing, il y a un B au milieu du mot et on ne l'entend pas, c'est un B silencieux. To operate on. The surgeon will operate on the patient at 3 o'clock. To prescribe, comme en français, prescrire. The doctor prescribed an antibiotic to help the wound heal. Alors, ce wound, cette blessure de tout à l'heure, qui can take a long time to heal, well, the doctor prescribed an antibiotic to help the wound heal. Le docteur a prescrit un antibiotique pour aider à la cicatrisation de cette blessure. Et to treat, will treat anyone who has a health issue. Ici, le mot issue est considéré comme synonyme de problème, problème de santé, health issue. Will treat anyone who has a health issue. Nous traiterons toute personne qui a un problème de santé. Pour ce qui est des adjectifs ici, nous avons différents adjectifs qui sont connus. Par exemple, fit en français, vous comprenez le terme fit, il est utilisé aussi de plus en plus, par exemple dans le mot fitness ou être fit. Mais fit, c'est vraiment être en bonne forme, être en bonne santé. To be fit, she's a fit young woman, she shouldn't be worried. C'est une jeune femme en bonne santé, elle ne devrait pas être inquiète. Ill, alors là par contre c'est un peu l'inverse. To be ill, I2L,
Unfortunately, he looks ill today. Il a l'air malade aujourd'hui. Ill est le terme sur lequel s'est construit illness, illnesses, to feel ill, to have an illness. Sick. Do you feel sick? Te sens-tu malade? Te sens-tu mal? Sick peut être utilisé aussi pour désigner par exemple une nausée. I feel some sea sickness. J'ai le mal de mer. Healthy. Heureusement que healthy est là. Et c'est pareil, c'est un terme que vous voyez passer en France partout. Healthy signifie tout simplement en bonne santé. Eat healthy food and get regular exercise. Mangez des aliments sains et faites un exercice régulier. Unhealthy, c'est l'opposé. Là, on met le préfixe un devant healthy et on obtient quelque chose qui est malsain. Eating fatty foods and lots of sweets is very unhealthy. Manger des aliments trop gras et trop de sucreries est très très malsain. Painful. The painful arm was held in a cast. Le bras douloureux était maintenu par un plâtre. A cast. Un plâtre. Painful arm, le bras douloureux. Unwell. Many students are feeling unwell. Unwell, tout simplement, c'est comme en français. Ça veut dire ne pas se sentir bien. Un, toujours pareil, un préfixe privatif, devant well, forme unwell. Et well, c'est juste en dessous. I hope you get well soon. J'espère que vous irez mieux bientôt. Au travers de ces différentes listes, j'espère que vous avez pu remarquer la diversité des termes à utiliser. Je vous encourage à gratter et à pousser plus loin aussi ces recherches, comme d'habitude, par vous-même, pour pouvoir mieux comprendre et mieux acquérir les choses. C'est vraiment toujours une question de porte d'entrée. On se retrouve sur la prochaine vidéo pour parler des mots de liaison, de linking words, qui sont ces mots que vous utiliserez pour structurer votre présentation. À la prochaine.